Approchez et prêtez l'oreille au récit de Grégoire de Tours. Il nous dit un monde sombre et violent, tenu par les serments de fidélité et par les faveurs accordées. Un monde où la cour royale se déplace sans cesse de palais en palais. Un monde où rien n'est jamais acquis, où les protections se donnent, se défont et se refont au gré des alliances. Un monde où les hommes dépendent des liens qu'ils parviennent à maintenir. À travers ces récits se dessine un pouvoir où tout dépend des hommes et de ce qui les lie. Chez les Francs, lorsque meurt un souverain, il laisse parfois des enfants mineurs, objets de convoitise. Ainsi, en 584, après la mort de Chilpéric, Frédégonde, désormais veuve et seule avec un enfant ne sachant pas encore marcher, rassemble ses trésors et se réfugie à Paris. Elle envoie un message au roi Gontran, frère de Chilpéric. Que Monseigneur vienne et prenne possession du royaume de son frère. J'ai un petit enfant que je désire mettre dans ses bras, et je me soumets moi-même humblement à son pouvoir. Peu après, les grands du royaume de Chilpéric se rassemblent autour de l'enfant. Ils le reconnaissent comme roi sous le nom de Clotaire II. Des serments de fidélité sont prononcés à Gontran et au jeune Clotaire. La mère devient alors la gardienne d'une couronne trop lourde pour un enfant. Et cette couronne repose chez les Mérovingiens sur des liens d'homme à homme. Et parmi eux, certains ne doivent leur rang qu'aux faveurs dont ils dépendent. À Tours, Leudaste n'est pas un homme de haute naissance. Issu d'un milieu servile, il a été élevé jusqu'au rang de comte par la seule faveur royale. Mais en 580, il est déchu de son comté de Tours. C'est dans ce contexte qu'il calomnie la reine Frédégonde d'adultère avec l'évêque Grégoire de Tours, que celui-ci rapporte lui-même dans ses chroniques. L'accusation n'est pas une simple querelle locale, elle vise à reconquérir sa place. L'affaire dépasse la ville et remonte au roi Chilpéric. Devant des évêques réunis en synode, l'affaire est examinée. Grégoire est finalement blanchi, et Leudaste commence à perdre les soutiens qui faisaient sa position. Comprenant qu'il a perdu les protections du pouvoir qui le maintenait en vie, Leudaste prend la fuite avant d'être rattrapé par les hommes du roi. Capturé, sa fin est rapide. Il est mis à mort dans une violence présentée comme juste punition. Leudaste montre ce que devient un homme lorsque les appuis dont il dispose se retirent. Mais d'autres hommes, au contraire, deviennent presque impossibles à arracher aux protections qui les entourent. À Marseille, un autre type de conflit éclate. Dans la cité, l'évêque Théodore devient la cible de Dynamus, gouverneur de la province, qui cherche à l'écarter de sa charge. Les pouvoirs locaux se retournent contre lui, une partie du clergé de Marseille s'allie à ses adversaires, et dans la ville, l'évêque est saisi et humilié. Alors qu'il tente de porter l'affaire devant le pouvoir royal, le conflit change d'échelle. Le roi Gontran ordonne de le retenir, et l'évêque se retrouve au cœur des tensions entre pouvoirs royaux et locaux. Mais Dynamus ravive l'affaire auprès de Gontran, accusant Théodore de menacer la part de Marseille qui relève du roi, et poussant à son exil. Finalement, alors qu'il se rend à une fête religieuse, l'évêque est intercepté par des hommes armés, jeté de son cheval et conduit devant le roi. Mais le jugement royal ne suit pas celui de ses adversaires locaux. Les accusations ne sont pas retenues, et Théodore est rétabli dans son siège épiscopal, regagnant Marseille sous les acclamations de ses habitants. Chez les Mérovingiens, les évêques comptent parmi les figures les plus influentes des cités. Leur sort intéresse les pouvoirs locaux, comme les rois eux-mêmes. Les toucher, c'est risquer de déclencher un conflit qui dépasse largement leur personne. Mais ces tensions ne se jouent pas seulement dans les villes et autour des évêques. Elles se retrouvent aussi au cœur des familles royales, là où un mariage peut troubler tout un royaume. Les chroniques en témoignent nettement. Ainsi, après l'assassinat de Sigebert en 575 par Frédégonde et Chilpéric, Brunehaut, sa veuve, conserve en Austrasie les fidélités qui tiennent son fils pour roi légitime. Un pouvoir fragile, tenu par des hommes dont l'allégeance peut encore basculer. C'est alors qu'apparaît Mérové, fils de Chilpéric. Il quitte le camp de son père pour se rapprocher de celui de l'Austrasie
et épouse Brunhild. Dans le royaume, un mariage ne relève jamais du seul sentiment. Il engage des alliances et s'accompagne de biens transmis entre les familles. Le Morgwengab, le don du matin, en est un usage. Un don remis par le mari à l'épouse au lendemain de l'union, qu'il s'agisse de terre, de richesse ou de signes de prestige. Le mariage devient ainsi une alliance entre deux puissances. C'est pourquoi le scandale est immédiat. Un lien vient d'être créé entre deux lignées ennemies. Le roi Chilpéric entre dans une colère noire. Son fils gagne une place dans le jeu du pouvoir contre lui. Comprenant aussitôt le danger, le souverain envoie des hommes à sa poursuite. Une traque commence. Mérové est finalement rattrapé et comprend qu'il n'a plus d'issue. Dans le récit de Grégoire de Tours, il préfère la mort à la capture et demande à l'un de ses proches de le tuer plutôt que de tomber aux mains de son père. Ainsi disparaît celui qui, en outrepassant les liens de sa propre famille, avait bouleversé les équilibres du royaume. Mais l'instabilité ne se trouve pas uniquement dans les familles. Elle se retrouve aussi dans la manière dont s'exerce le pouvoir royal. Car dans ses chroniques, Grégoire de Tours ne cesse de courir après les rois. À peine installés en un lieu, ils ont déjà repris la route. Un jour dans un palais au bord d'un fleuve, un autre dans une résidence en lisière de forêt. Et pour cause, dans un royaume bâti sur des liens d'homme à homme, un souverain doit voir ses fidèles, arbitrer les conflits, récompenser les loyautés, rappeler à chacun qui commande. Le pouvoir existe tant qu'il est exercé physiquement. Mais lorsque celui qui l'incarne disparaît, l'autorité se relâche aussitôt. Il en est ainsi lorsque Chilpéric est brutalement assassiné en 584. Dès lors, dans plusieurs régions, les rivalités longtemps contenues éclatent. Entre Orléans et Châteaudun, le sang coule presque aussitôt. Les Orléanais se jettent sur les habitants de Châteaudun, pillent leurs maisons et emportent leurs richesses et leurs troupeaux. Ces derniers ripostent et il faut finalement l'intervention des comtes pour imposer l'ordre. La disparition du roi a affaibli un temps l'autorité qui les contenait. Au fil des récits qui nous sont parvenus de Grégoire de Tours, une même réalité demeure. Les hommes du roi, les évêques, les familles royales, tous dépendent d'allégeances mouvantes. Ceux du roi ne tiennent leur place que tant que sa faveur les porte. Les évêques se retrouvent parfois à la croisée des pouvoirs, où se nouent des tensions qui les dépassent. Et même la famille royale se révèle traversée de conflits dès que les fidélités se meuvent. Dans ce monde, l'autorité royale ne tient pas en un seul lieu. Elle s'exerce sur la route, au gré des déplacements de la cour royale. Et elle s'effondre dès que celui qui l'incarne rend son dernier souffle.